Bonsoir, veuillez nous excuser pour ce léger retard à cause d'un problème technique. Donc, merci d'avoir répondu présent ce soir. Nous sommes 3 étudiantes en alternance en master de communication à l'Open Campus de Brest à Subdecom. Je suis Marine, je suis alternante à Brestem. C'est une société qui gère des structures telles que Océanopolis, Le Quartz, Brest Arena. Bonsoir, je suis Léa Galen. Je suis également en master communication et je suis en alternance au Bocodana, qui est une épicerie en vrac et qui vend des produits zéro déchet. Bonsoir, je suis Solène. Je suis aussi en master Subdecom et j'effectue mon alternance au Crédit Mutuel Arkea au service relations presse. À l'aune du réchauffement climatique, des déchets excessifs ou encore de la disparition de certaines espèces, l'environnement est au cœur de toutes les polémiques. La COP26, qui s'est tenue du 31 octobre au 12 novembre, a alerté les entreprises sur 4 enjeux majeurs. Parmi eux, la volonté de rehausser l'ambition climatique. Les États qui ne se sont pas encore engagés doivent annoncer leur nouvelle ambition climatique via la mise à jour de contributions distribuées à l'échelle nationale et la publication de stratégies à long terme pour l'horizon 2050. Le choix de s'engager dans la communication responsable émane le plus souvent de la volonté personnelle du responsable de l'entreprise. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet engagement d'une entreprise sur ce sujet. L'environnement est un sujet dit sociétal. Il concerne donc toutes les entreprises. L'entreprise, quel que soit son domaine d'activité, a un impact sur l'environnement. Elle doit donc adopter des réflexes environnement et communiquer sur le sujet. Aujourd'hui, tous les consommateurs sont conscients de l'impact des produits qu'ils achètent. Alors que les priorités diffèrent, certains consommateurs ont déjà commencé à changer consciemment leur comportement d'achat en décidant où acheter et à qui acheter en fonction de l'impact environnemental et économique, de l'impact environnemental et sociétal de la marque ou de l'entreprise. Ce sont toutes ces questions qui nous ont poussés à nous demander si une communication durable est-elle réellement possible alors que son but vise à encourager le consumérisme. Je vais laisser les paroles à Solène. Donc, pour répondre à cette problématique, ce soir, nous avons invité Madame Le Floch, cadre territorial, et Madame Vulpiani, ancienne conseillère régionale, pour débattre sur ce sujet. Bonsoir à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonsoir, je démarre si vous le souhaitez. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Donc, Gaëlle Le Floch, je suis cadre territorial. Alors, je n'ai pas toujours travaillé dans la fonction publique territoriale, puisque j'ai été pendant 18 ans responsable qualité, sécurité et environnement dans l'industrie, dans une moyenne et petite industrie bretonne. Et donc, avec toutes les problématiques environnementales et également qualité des produits et qualité du service rendu et toutes des questions liées à la sécurité dans les entreprises industrielles, donc de production. Et il y a à peu près 10 ans, j'ai basculé dans le secteur public, dans la fonction publique territoriale, qui me permet d'avoir de pouvoir comparer deux types d'organisations différentes. Donc on pourra échanger sur le sujet tout à l'heure. J'ai travaillé pendant plus de 9 ans dans la gestion des déchets ménagers, à la fois en gestion mais en prévention. Donc c'est un sujet que je connais un petit peu. Voilà. Merci. Madame Vulpiani, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est bon, merci. Bon, d'accord, j'ai sorti le kit main libre, mais moi je vous entends pas tellement bien. Bon, donc Sylvaine Vulpiani, je suis une ancienne élue régionale. J'ai fait 2 mandats à la région Bretagne. Mon activité professionnelle remonte à quelques années, mais j'ai travaillé dans le milieu médical plus. Après,
contrairement à l'autre intervenante, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise ou dans une, comment dire, à part le secteur médical et en tant qu'élu régional, je n'ai pas de connaissances dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Après, j'ai un engagement assez fort au niveau association. Et justement, depuis des années, au niveau associatif, je me bats pour essayer justement de faire changer les choses, et notamment au niveau des déchets et au niveau aussi de la prévention des actions contre un peu l'alcoolisme, tout ce qui peut être, puisque nous faisons des concerts, donc tout ce qui peut être un peu des manifestations où c'est qu'il peut y avoir des débordements. Voilà. Merci beaucoup. À présent, on va rentrer un peu plus dans le sujet de la conférence. Donc, je vais vous poser une première question. Existe-t-il au sein de vos entreprises ou de vos organismes où vous travaillez une démarche RSE? Et dans le cas où la démarche RSE est imposée, quelles ont été les solutions qui ont été mises en place dans ces entreprises? Je démarre si vous le souhaitez. Alors, il y a un écho, je ne sais pas comment c'est, si vous m'entendez bien, mais en tout cas, alors, les démarches. Aujourd'hui, je suis dans une collectivité territoriale. Je vais éviter d'en parler parce que je suis tenue au. J'ai un devoir de réserve et pour l'instant, c'est pas une question qui est intéressante. Sur mes expériences passées, par contre, les démarches RSE, c'est venu progressivement en fait. J'ai démarré par l'ISO 9001, donc qui est là plus la qualité, donc on se préoccupe vraiment, enfin, c'est le management par la qualité. Et progressivement, j'ai vu se mettre en place dans les entreprises les systèmes de management intégrés, qualité, sécurité, environnement, où là, on traitait les trois volets. Et la marche suivante, c'était effectivement d'atteindre l'ISO 26000, qui est la norme pour la responsabilité sociétale des entreprises. Ça a toujours plus ou moins existé. On a quand même des démarches auprès des salariés ou des agents quand c'est dans le public. C'est pas très évident parce que c'est des choses qui se mettent en place progressivement. On en entend beaucoup parler. Après, il y a aussi, si je parle par exemple des risques psychosociaux dans les entreprises, énormément de difficultés. Si je prends le volet, je dirais, RH, si on prend le volet environnemental, on a des obligations réglementaires. On doit mettre en place un certain nombre de choses pour, je dirais, être en conformité lorsqu'on produit pour ne pas polluer. Mais quelque part, c'est aussi, quand on regarde le droit de l'environnement, un peu un droit, on vous autorise quelque part à polluer. Après, derrière, les démarches, elles sont quand même existantes. Après, jusqu'à aller une certification, moi, je ne l'ai pas connue. Je connais certains organismes qui sont certifiés, mais moi, je ne l'ai pas vécu à proprement parler. Et dans le secteur public, on en est encore loin parce que c'est des démarches de labellisation ou de mise aux normes qui ne sont pas du tout dans l'habitude des collectivités territoriales. Donc, mais néanmoins, il y a des choses qui existent. Il y a des démarches de bien-être au travail puisqu'on a quand même une obligation dans les documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Donc là, on est sur le volet sécurité, une obligation de traiter notamment les risques psychosociaux. Ça ne se fait pas partout, malheureusement. On n'est pas encore en règle par rapport à ça. Mais bon, il existe des choses réglementairement parlant qui nous obligent quelque part à mettre des choses en place. Mais de là à passer le cap, parce que la RSE, c'est tout un mode de gouvernance. Ça va jusqu'aux droits de l'homme. On est vraiment sur quelque chose, un éventail très large de thématiques abordées. Quand je vois encore dans les entreprises la souffrance au travail ou
le retour en arrière qu'il peut y avoir sur les installations classées pour l'environnement avec des contrôles qui sont allégés. Hein. On l'a vu notamment pour l'usine de Lubrizol à Rouen. Bon, voilà, c'est très paradoxal tout ça. Mais on pourra échanger encore sur le sujet si vous souhaitez approfondir. Je laisse la parole peut-être à Sylvaine. Oui, donc au niveau régional, nous avons ce qu'on appelle, c'est une obligation aussi, ce qu'on appelle le rapport d'activité et de développement durable. C'est une obligation pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Et ça permet justement de faire une analyse des politiques publiques et du fonctionnement au niveau des services. Et ce qui permet aussi d'avoir un regard différent sur les actions. Donc, moi, je me rappelle à une époque, justement, on a mis dans certains marchés, justement, des critères sociaux pour faciliter, justement, l'insertion des publics qui peuvent être éloignés. Après, nous avons d'autres, c'est un peu compliqué puisqu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées aussi bien au niveau du fonctionnement même des personnels de la région. Mais là, je n'interviendrai pas du tout sur ce sujet-là. Par contre, nous avons appliqué depuis plusieurs années une politique vraiment dans toutes nos démarches sur l'égalité femmes-hommes. Ça a été vraiment quelque chose de très important depuis un certain nombre d'années. Après, nous avons pas mal de plans sur des plans d'économie d'énergie pour, par exemple, les établissements scolaires. Nous avons aussi mis en place pour les lycées professionnels sur des cahiers de charges, ou plutôt avec des critères pour faire que les lycées soient labellisés, aussi bien au niveau qualité du bâtiment, qualité aussi des machines suivant les établissements professionnels, pour bien accueillir les élèves, ce qui est quand même important dans la démarche aussi bien. Pourquoi il y a une et bien sûr, après, je parle. Sylvaine, on vous entend très mal. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? À partir de quel moment? Ça lag un peu, Sylvaine. Allô, du moins. Est-ce que vous nous entendez toujours? On va passer à une autre question part, et on reviendra après sur ce sujet-là. Dans la continuité de la question précédente, du coup, Madame Le Floch, quelle démarche mettez-vous en place au sein de votre entreprise pour contribuer à ces enjeux environnementaux? Alors, tout à l'heure, ça a été un petit peu abordé par Sylvaine. Effectivement, dans les marchés publics, le code des marchés publics, on a cette possibilité et cette obligation pour certains critères, dans certains domaines, de mettre en place des clauses. Donc notamment des clauses environnementales, mais également des clauses d'insertion professionnelle. Enfin, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Les clauses environnementales, ça peut être assez élargi. Hein. On peut balayer un large panel, comme on parlait tout à l'heure des bâtiments. Ça peut être, si on est sur de la rénovation, voilà, vous pouvez imaginer tout ce qui est matériaux biosourcés, la gestion des déchets, bien évidemment, de déconstruction, tout le cycle de vie des matériaux.
Donc ça, c'est des choses qui existent, qui ont besoin de se développer encore, mais qui existent déjà. Quelles démarches on peut mettre en place? Bon, on a des démarches de bien-être au travail, entre guillemets, bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être au travail? Ben, c'est d'avoir envie de venir au travail et d'être heureux au travail, ce qui n'est pas toujours évident. Et tout à l'heure, Sylvaine parlait des grosses collectivités qui ont effectivement des obligations, ce qui n'est pas forcément le cas des petites collectivités, mais des petites entreprises. Donc c'est là aussi la difficulté qu'on peut rencontrer au sein de ces entreprises, mais il existe néanmoins des choses qui se mettent en place. Et à l'externe, est-ce que ça vous est arrivé de communiquer sur ces solutions qui avaient été mises en place au sein de votre entreprise? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est des choses qui sont mises en évidence, soit dans les rapports annuels d'activité, soit par le biais de communication interne également. Hein. C'est pas seulement à destination du public ou des clients. C'est des choses, oui, sur lesquelles il faut communiquer pour pouvoir aussi reproduire, ne serait-ce que dans le réseau, quand on travaille. On a souvent aussi des réseaux de métiers sur lesquels on s'appuie pour pouvoir construire soit un cahier des charges et pouvoir acheter en bonne intelligence soit des prestations ou des produits. Donc oui, forcément, on communique, mais de façon différente suivant le public qui est visé. Merci. Depuis tout à l'heure, vous avez répété le mot obligation et clause. Donc, on sent que ce n'est pas toujours les valeurs de l'entreprise ni des employés, mais plus des choses qui sont mises en place en obligation, comme vous l'avez plusieurs fois répété. Donc, est-ce que vous pensez que les grandes firmes internationales, elles peuvent prétendre être responsables? Alors, je ne vais pas parler pour les grandes firmes internationales parce que je n'en fais pas partie. Mais moi, je trouve avec que les obligations, ben, des fois, les grandes entreprises, ça c'est un sentiment, s'en exempte peut-être plus facilement. Le droit à polluer, quelque part, il existe, puisque quand je lis le Code de l'environnement, où on octroie des droits ou des dérogations, bien souvent, ou des compensations, même quand vous défrichez un terrain pour pouvoir construire quelque chose, on vous autorise quelque part à détruire de la biodiversité. Quand on vous autorise à produire quelque chose qui est polluant, on va vous demander des mesures compensatoires, mais quelque part, on aura, d'une façon ou d'une autre, on aura détruit quelque chose qu'il faudra compenser. Oui, donc oui, je parle beaucoup d'obligations parce que nos métiers sont faits d'obligations. Quand on produit quelque chose, on doit respecter un certain nombre de réglementations. Et quelque part, les valeurs de l'entreprise, ben le patron ou l'élu, il est obligé il est contraint par des règles. Donc oui, on habille ça quelque part en responsabilité sociétale de l'entreprise ou de l'organisme, mais quelque part c'est un aboutissement. Moi, je rêverais qu'on ait un mode de gouvernance partagé, mais avec les salariés. Mais je suis pas sûre que dans les grandes entreprises, ça soit possible, ça soit le cas. On est quand même c'est de l'actionnariat. On en est quand même très très loin. Enfin, je ne vais pas citer des grandes entreprises, mais les grandes entreprises environnementales, elles utilisent beaucoup de greenwashing dans leur communication. On a planté des arbres pour compenser ce qu'on a pu faire quelque part, mais voilà. Bon, je suis très critique à l'égard de cette question parce que dans la gestion des déchets, j'ai vu des comportements, que ce soit les ménages ou les entreprises d'ailleurs. Je dirais qu'il y a un tiers de convaincus qui va bien faire
un tiers qui veut bien faire mais sait pas trop comment faire, et puis un tiers mais qui ne fera jamais bien. C'est peut-être défaitiste de dire ça, mais que va faire l'entreprise privée ou l'entreprise ou la collectivité territoriale qui va collecter et traiter des déchets, par exemple, eh ben, elle va récupérer un tiers de déchets qui n'aura pas été bien trié, ou alors des gens qui font n'importe quoi, soit dans leurs entreprises ou dans leur maison, dans leur habitation. Voilà. J'avais une autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à votre échelle de faire de la prévention auprès de certaines entreprises ou auprès de salariés sur les méthodologies à adopter pour diminuer leur impact environnemental? Oui, tout à fait. C'est une démarche, c'est pas facile parce que c'est des démarches de prévention. Donc ça veut dire on va pas produire, par exemple, si je prends le secteur des déchets, l'idée c'est de ne pas produire les déchets. On dit souvent le meilleur déchet c'est celui que l'on ne produit pas. Et c'est pas évident dans une entreprise d'arriver à réduire ses déchets. Et là, moi, je peux le dire qu'avec la crise Covid aujourd'hui, moi, je constate quand même qu'on a un retour au tout jetable par nécessité pour des raisons sanitaires. Et donc, les démarches, elles sont un peu, j'ai l'impression que c'est un peu mis entre parenthèses aujourd'hui. Auprès des foyers, ça peut prendre. On voit des gens qui achètent. Moi, j'en fais partie. Je produis encore des déchets, mais je sors ma poubelle, ma poubelle de déchets résiduels peut-être 3 fois par an, donc c'est pas énorme. C'est possible, tout est possible. On peut acheter en vrac. Pour les entreprises, c'est plus contraignant. Les systèmes de consigne, c'est pas encore au top. On voit bien, ça freine. On avait la possibilité, parce qu'on a quand même quelques brasseurs en Bretagne, de mettre en place un système de consigne. Ça n'est pas fait. On a des cidreries aussi. Enfin, il y a des choses qui auraient pu se mettre en place. Et là, c'est compliqué. Ça peut se faire. Moi, je l'ai vu en Allemagne ou encore au Canada. On se pose pas de questions quand on va ramener sa caisse de bière ou au magasin, et puis on repart avec voilà, on jette pas le verre comme ça. Ici, c'est plus compliqué. Donc c'est des démarches de longue haleine. Je sais qu'il se passe des choses aujourd'hui, mais c'est une volonté. C'est pas que les collectivités, c'est pas que les entreprises. C'est vraiment tous les acteurs de la société qui doivent s'y mettre. Mais oui, alors ça passe par un état des lieux, on va observer ce qui se passe, comment les gens produisent, que ce soit à la maison ou dans les entreprises. Et après, derrière, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour réduire les déchets. Et bon, c'est là où, oui, il y a tout un tas de choses qui existent. On peut faire, quand on est à la maison, moi je trouve que c'est facile. Mais encore, faut-il avoir envie de le faire. C'est une autre question. Ça peut être simple si on veut aller par là. Mais dans les entreprises, par contre, c'est plus compliqué. Pour les raisons que j'expliquais. Et à l'hôpital, dans le secteur de la santé, n'en parlons même pas, c'est quasiment mission impossible. Pour des raisons sanitaires également. Merci beaucoup. Madame Vulpiani, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends. Ah, super. Super. Est-ce que vous avez entendu la dernière question? Est-ce que vous pourriez y répondre, s'il vous plaît? Bah, écoutez, j'ai bien entendu l'intervention, je crois que c'est Gaëlle, c'est ça, hein? Et c'est vrai que je partage énormément beaucoup de choses qu'elle a dit, notamment quand elle parlait que, bon, je vois dans un lycée où c'est que je siégeais, une politique au niveau de la restauration, de réduction des déchets, mais vraiment, ils étaient allés très loin. Pas simplement enlever les bouteilles d'eau, mais aussi tout ce qui était pot de yaourt. Ils prenaient des grands contenants et après, ils faisaient des petites parts pour chaque élève, chaque étudiant. Et c'est vrai qu'avec le Covid, tout ça a été balayé d'un revers de main.
Mais comment dire, jusqu'à certaines structures, on a un retour des couverts. Bon, maintenant, c'est plus en plastique, mais c'est quand même des couverts jetables sous la question justement du problème du virus. Et comment dire, d'un certain côté, on comprend, mais de l'autre côté, quand on voit comment les déchets s'entassent, c'est aussi un problème, quoi. Et après, je pense que vous avez parlé aussi de mettre des actions de prévention. Comment dire, les grandes entreprises, personnellement, bon, ils plantent des arbres pour dire qu'ils sont plus écolos parce qu'ils polluent d'un côté. Tout ça, non, j'y crois pas beaucoup. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que ça viendra des citoyens, c'est-à-dire des personnes qui, justement, travaillent dans leur entreprise, qui pointent le problème, par exemple, de l'imprimante, des papiers qu'il faut utiliser, qu'il faut éviter d'imprimer. Et comment dire, la prévention se fera plutôt par le citoyen. Aux plus jeunes, ça sera encore mieux. Mais c'est vrai que pour faire changer les mentalités, c'est très compliqué. Peut-être que la pénalité, souvent financière, peut faire changer les choses au niveau des entreprises. Au niveau du citoyen, c'est toute une éducation. Depuis quelques années, on voit justement les personnes jettent moins de mégots dans la rue parce que quand il y a eu cette interdiction de fumer dans les bars, on a vu pléthore de mégots devant les bars, les restaurants et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y en a qui ont mis des choses en place justement pour remédier à ça. Mais il y a quand même des gens insouciants qui n'ont pas réalisé que le mégot part. Nous, on habite en bord de mer, donc que ça va à la mer. Et pour faire changer les mentalités, c'est pas désespérant, mais c'est un long travail de longue haleine. Oui. Après, le citoyen, faut pas que ça lui coûte, comment dire, faut pas que ça lui coûte cher. C'est-à-dire que faut pas qu'il soit pénalisé financièrement parce que s'il va faire une action simple, faut pas que ça ça a un impact financier dans son quotidien. Merci beaucoup. Donc vous expliquez quand même en général que l'individualisme et de prendre les choses vraiment individuellement pourrait potentiellement résoudre un problème plus commun. Comment dire, personnellement, moi je sais qu'au niveau association, on arrive à mettre des actions. Par exemple, les associations, maintenant, elles ne pensent plus à mettre des gobelets jetables. Bon, avec le Covid, c'est un peu revenu, mais tous ces gobelets réutilisables, c'est le monde associatif qui a mis ces choses en place. Et au point de vue association aussi, on peut encore améliorer justement à faire attention aux déchets. Okay. Madame Le Floch, vous souhaitiez intervenir ? Oui, je souhaiterais rebondir sur. Non, c'est pas l'individualisme. Chaque individu peut agir. Je pense que Sylvaine a parlé d'action citoyenne et elle a parlé d'association. Donc on est plutôt dans le collectif. Il y a beaucoup de collectifs, on l'a vu là aux dernières élections municipales, qui se sont montés sur Lorient, puisque j'habite Lorient, on a le collectif Pays de Lorient en transition. Je sais qu'il y a un collectif semblable sur Quimperlé qui a interpellé les élus ou les candidats, les élus en devenir. On est vraiment sur des actions collectives. Individuellement, on peut faire des choses, c'est sûr, mais on ne pourra pas se passer du collectif. Mais des collectifs citoyens, des associations citoyennes qui s'empareront des questions. Les collectivités territoriales ont énormément de contraintes. Elles ne peuvent pas être aussi réactives. C'est peut-être difficile à entendre, mais elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Il
faut aussi que ça vienne de la base et que les gens se prennent un peu en main. On attend beaucoup de l'élu, beaucoup des agents, des collectivités territoriales, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et là où quelque part on parle de responsabilité sociétale, pas forcément des entreprises, mais des organisations, où, c'est chacun est responsable, individuellement certes, mais aussi en collectif. C'est important ça. Et de se regrouper, de mener des actions collectives, comme il peut en exister avec Zero Waste par exemple, qui mène des actions. Je sais que là en ce moment, c'est la semaine européenne de réduction des déchets et Zero Waste Concarneau organise un défi, enfin lance un défi des familles zéro déchet. Voilà, c'est des choses qui, où on met les personnes ensemble, et quand on est ensemble, on fait beaucoup mieux que quand on est tout seul. On avance beaucoup plus vite, on apprend ensemble. C'est pour ça que je voulais intervenir. Merci beaucoup. Et Madame Vulpiani, vous souhaitez réagir aux propos de Madame Le Floch? On ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? C'est moi? Oui, on vous entend? Oui, est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaiteriez répondre aux propos de Gaëlle Le Floch? Ah, par rapport à quand elle a dit que c'était pas des actions, c'était pas de l'individualisme, mais plus du collectif. Oui. Et c'est vraiment, c'est souvent par des mouvements de citoyens qu'on arrive à faire changer les choses. Il y a beaucoup d'associations justement qui œuvrent dans la défense de plusieurs, comment dire, je ne vais pas donner des exemples parce que je ne veux pas rentrer dans certains débats, mais c'est souvent des collectifs de citoyens qui permettent aux choses de bouger et aussi qui mettent l'accent sur certaines problématiques que tout le monde n'aurait peut-être pas vues, quoi. Et l'éducation, c'est quelque chose de très, très important. Et plus jeune on commence justement cette éducation à faire attention à son environnement, à réduire ses déchets, plus ça aura, ces jeunes citoyens qui auront eu cette éducation de développement durable. C'est un peu un mot c'est qu'on peut mettre plein de choses. Mais cette sensibilité à l'environnement, cette sensibilité à la réduction des déchets, plus les citoyens l'auront eu jeunes, après justement, ils amèneront cette éducation qu'ils ont dans leurs entreprises, dans leur milieu familial, et donc ça essaimera, comment dire, toutes les bonnes actions, quoi. Oui, c'est vrai que l'éducation fait passer beaucoup de choses et permet de prendre des bonnes habitudes dès le plus jeune âge, du coup. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On va juste demander au public s'il y a un point sur lequel il voudrait réagir ou poser plus de questions pour avoir de meilleures connaissances. Bonsoir à toutes les trois. Moi, j'avais une question plutôt qui vous est adressée en tant qu'étudiante en communication et je l'espère pour vous, future experte dans votre domaine. Est-ce que vous pensez qu'il soit encore judicieux d'utiliser les termes de communication durable, communication environnementale pour évoquer les réels enjeux auxquels nous sommes confrontés et surtout face aux abus de la part que ce soit des politiques, donc des institutionnels comme des entreprises à titre privé. Et quand je parle d'abus, j'entends toutes ces personnes ou organismes qui prétendent justement avoir des valeurs plus éthiques, mener des valeurs plus éthiques, mais qui n'en ont pas les sincères convictions. Ça reprend d'ailleurs tout à l'heure ta question. Voilà. Alors oui, je pense qu'on peut continuer à parler de communication responsable.
à ne pas confondre avec le greenwashing, donc qui est une communication dite responsable, mais qui, quand on va plus loin et qu'on regarde réellement les valeurs de l'entreprise et aussi le fonctionnement de l'entreprise, on se rend compte que ce qui nous amène face à nous et cette communication dite responsable est assez paradoxale avec leur façon de production, de vente et aussi de communication. Mais on peut encore utiliser le terme de communication responsable, comme le disaient tout à l'heure nos deux intervenantes, c'est-à-dire que on peut faire de la communication responsable dans des collectivités, dans des écoles, pour vraiment impacter les plus jeunes à tout ça, et ça passe par le biais de la communication. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? T'as tout dit là, Léa. Ouais, franchement, tu as tout dit, ta réponse a été très complète. Donc, Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? D'accord. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. L'objectif ce soir, c'était vraiment de répondre à un débat. On voulait comprendre si une communication responsable est possible dans toutes les sortes d'entreprises, surtout quand elle pousse au consumérisme. Merci beaucoup aux deux intervenantes d'être venues à la conférence, d'avoir intervenu et de nous avoir partagé vos connaissances dans le respect. Merci à vous. Merci beaucoup au public d'avoir pris du temps pour venir à la conférence. Maintenant, on vous propose un buffet, donc 0 déchet, qui rentre totalement dans le thème. Comme on n'est pas beaucoup, on va pouvoir en profiter beaucoup. Et voilà, merci beaucoup d'être venus, en tout cas, ce soir. À la vôtre. Et à très bientôt. Bon courage à vous. Merci. merci beaucoup à vous aussi.